Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Avec l'arrivée du printemps, l'Electrolab fête le logiciel libre et la culture libre. C'est devenu une tradition. Cette année, nous avons décidé d'enrichir notre programmation et de l'étendre sur tout le mois de mars. Et on lui a même donné un nom, Libre au Lab. Cette programmation a commencé le 2 mars avec des intervenants extérieurs et membres de l'Electrolab qui ont abordé la place du logiciel libre dans les univers robotiques et vidéoludiques. Jeudi 7 mars, nous avons reçu une figure du logiciel libre, Gaël Duval. Pendant plus d'une heure, nous sommes revenus ensemble sur son parcours et sur ses 2 projets phares, Mandrake Linux et iOS. Jeudi dernier, une autre star du libre est venue à l'Electrolab, Christian Kest, qui nous a raconté l'histoire d'OpenStreetMap. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage en pays libre et open source, mais surtout libre aujourd'hui, en compagnie de l'association La Contrevoix. Bienvenue. Merci à vous deux. Bienvenue Alex, bienvenue Denise. En quelques mots, votre association La Contrevoix a fait de l'éthique dans le numérique son combat et sa cause. Le fait que vous soyez membre du collectif Chaton s'inscrit complètement dans cette ligne. Alors le collectif Chaton, qu'est-ce que c'est? La Contrevoix, qu'est-ce que c'est? Je vous cède la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, Baya. Merci à Electrolab de nous avoir invité et proposé de vous présenter du coup les chatons et on trouve aussi la Contrevoix. Alors peut-être un peu moins des stars que ceux que vous avez reçus les 2 dernières semaines, mais bon, on va essayer de bien faire. Donc alors, donc nous on est donc la Contrevoix, on est une association qui en fait est anciennement une association étudiante qui s'appelait 42L par le passé. Qui est née à 42 Paris, une école d'informatique donc à Paris. Et les personnes qui ont monté l'association, elles se sont rendues compte que à 42 Paris, il y avait pas mal d'interventions externes de grands groupes ou de grosses structures du numérique pour qui les questions d'éthique ou autres, ça parlait pas trop, c'était plutôt des GAFAM ou vente privée ou des choses comme ça. Et il manquait vraiment un peu une contre-culture ou de montrer des choses un peu différentes. Et donc, c'était d'où l'idée de proposer des conférences ou des ateliers ou des projections pour essayer de proposer ce rapport au logiciel libre. Alors qu'on est dans une école du numérique, c'était un peu paradoxal. Dommage de ne pas être ouvert à ces questions-là. Et donc voilà, donc ça, c'est un peu la genèse de l'asso qui donc a eu son mot d'ordre au début, c'était donc défendre le libre et l'éthique dans le numérique. Donc alors libre, éthique, c'est des grands mots aussi. Rapidement, donc libre, on rapproche à logiciel libre, donc ça va être liberté d'utilisation, de partage, de modification du code source. Et le quatrième, bref, elle me reviendra. Et donc voilà, avoir des logiciels qui vont émanciper plutôt que à l'inverse des logiciels qu'on peut appeler plutôt privateurs. Et l'éthique, la notion d'éthique, en fait, elle est arrivée aussi parce qu'on se rend compte que quand on parle de logiciel libre open source, ça devient un peu un argument aussi par des structures qui sont pas forcément... avec lesquelles on ne partagera pas forcément le même rapport à l'éthique ou au même rapport à l'impact qu'auront les outils derrière. Donc, ce souhait de mettre un peu au cœur ces questions éthiques dans notre rapport à tout ça. On est aussi donc, une association qui se revendique d'éducation populaire, dans le sens où on souhaite faire avec les gens, leur proposer, les accompagner et partager au maximum nos connaissances et faire de l'accompagnement des gens et être présent ce soir aussi pour en parler et tout. Donc voilà. Et enfin, on a souhaité aussi mettre à disposition des services pour justement proposer des alternatives aux géants du numérique tels que Gmail pour les mails ou une suite Office ou d'autres outils comme ça. Et donc mettre à disposition notre propre serveur mail, service mail, un Nextcloud qui est en fait un outil pour stocker des fichiers. Donc c'est un équivalent qu'on pourrait un Dropbox ou un Drive. Voilà, donc, et d'autres services pour nos membres ou non membres. Il y a certains services qui sont accessibles à toutes et tous. Voilà à peu près pour donc nous la Contrevoix et je crois que tu peux y aller. Ouais. Et donc
Donc depuis, on a changé de nom aussi. Ouais, donc on s'appelle La Contrevoix depuis 1 an et demi, je crois, comme ça. Ça a joué dans le fait qu'on soit sorti de 42, qu'on soit plus une association étudiante. Et dès le départ, quand l'association s'est montée, il y avait ce souhait de rejoindre le collectif des chatons. Alors le collectif des chatons, ça fait un peu redondant parce que chaton, ça veut dire collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Tout ça pour faire chaton, c'est quand même joli. Et donc c'est un collectif qui a été initié en 2016 par Framasoft. Framasoft, qui est une association, peut-être que vous avez entendu parler, qui est basée à Lyon, aussi d'éducation populaire, aussi qui souhaite promouvoir le libre, enfin un peu la même chose que ce que nous on fait, mais tout ce que notre association Framasoft et toutes les associations chatons, un peu ce qu'on a un peu en commun, c'est qu'on va essayer d'essaimer à notre échelle et tout en restant du coup, il s'est gardé un rapport un peu humain avec les personnes avec qui on va pouvoir discuter ou partager nos services, qui vont nos usagers et usagères. Donc à l'origine, Framasoft, c'était en 2016, donc on était quelques années après les révélations Snowden, prise de conscience forte sur l'impact sur la vie privée, des problématiques cette hyper-centralisation de certains services sur un numérique, l'impact que ça peut avoir, que ça pourra avoir dans le futur, et donc ce souhait de se dire, en fait, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'en sortir et de proposer quelque chose d'un peu différent? Et donc à cette époque-là, Framasoft avait mis en place toute une campagne qui s'appelait Dégooglisons Internet, et donc l'idée de mettre à disposition plein de services basés sur du logiciel libre pour montrer qu'il y avait des outils alternatifs qui existaient et que c'est juste il fallait savoir qu'ils étaient là. Donc il y a eu pas mal de campagnes, de communication qui étaient faites à ce moment-là. Et dans la foulée, il y a eu cette idée d'un peu de se dire, attention, nous Framasoft, on veut dégoogliser, c'est bien, on met en place plein de services, c'est bien aussi. Là, je parle par rapport à ce qu'ils font. Et par contre, le problème, c'est que si on fait ça et que nous, on met à disposition tous ces services, on risque de revenir à un point central, alors que c'est pas notre but, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, comment on fait pour se prémunir et essayer de mettre aussi en valeur toutes les structures qui, comme eux, en fait, Framasoft, ou celles qui arriveront plus tard, comme nous, La Contrevoix, qui pourraient exister ou qui pourront exister, et qui participeraient à promouvoir des outils libres, promouvoir des alternatives et promouvoir un peu ces terrains numériques alternatifs, quoi. Et donc, d'où l'émergence de cette collectif porté, donc à l'origine 21 membres, donc en 2016, et aujourd'hui on a à peu près 91 membres actifs en début 2024, donc il y a une bonne croissance. Et est-ce que j'ai une slide derrière ou pas sur ça, ou je me trompe sur le fonctionnement du collectif ou pas? Ouais. Du coup, le collectif, à l'origine, il est parti un peu sur une base qui a été un manifeste et une charte, qui permettait un peu de mettre par écrit les bases sur lesquelles allaient commencer allaient se rassembler toutes ces structures qui peuvent être très bien des associations, comme des coopératives, comme des structures, des entreprises. Mais la partie d'hébergement chaton, doit respecter certaines règles qui sont le respect de la vie privée, la non-monétisation des données qui sont mises à disposition, une transparence dans l'utilisation et la mise à disposition des outils. Donc voilà, tout un rapport aussi, proposer des conditions générales d'utilisation qui restent simples, claires, concises et accessibles au maximum, et pas des tonnes et des tonnes de pages compréhensibles ou à peine compréhensibles. Et donc voilà, donc c'est cette notion vraiment de rester accessible dans le respect des usagers et usagères. Donc voilà. Et donc 21 membres au début, et après en fait il y avait cette idée de se dire vous souhaiterez accueillir des nouveaux membres en fait, et donc tout ça se passe par un système de portée. Et donc c'est des appels c'est 2 fois l'année, il y a des appels à candidature, il y a pas vraiment des appels à candidature, mais c'est plus les structures qui souhaiteraient rejoindre le collectif, il n'y a pas d'obligation, qui peuvent du coup manifester leur intérêt. Après ça, donc il y a les membres du collectif passent en revue ces candidatures,
et qui est suivi par une phase de vote qui permet d'accepter ou pas la structure en interne, quoi. Enfin, parmi le collectif. Et tout ça, ça se passe donc il y a des espaces de discussion et de rencontres. Alors à l'origine, c'était pas un forum, c'était une mailing list en fait. J'ai redécouvert ça. Donc à l'époque, moi j'ai découvert plus le forum depuis que j'ai rejoint la Contrevoix depuis que je m'implique dans tout ça. Aussi, il y a le fait que on participe, les structures ou bien les chatons en tant que collectif, qui est un collectif informel. Donc participe à des conventions ou des événements, les journées du logiciel libre, il va y avoir Passage en scène ou d'autres en France ou ailleurs aussi, donc qui permettent de marquer sa présence et puis de continuer à proposer, à communiquer sur ces alternatives et proposer ces alternatives, sensibiliser à tout ça. Et il y a aussi un camp chaton qui a été mis en place il y a quelques années, donc c'est l'idée dans l'été que les personnes qui font partie de structures appartenant au collectif puissent se rencontrer physiquement, parce que c'est quand même plus sympa. Et alors personnellement, je suis jamais allé, mais je crois que Denise y est allée déjà. Et donc c'est des moments plus d'échange. En fait, c'est aussi se rappeler que derrière tout ça, il y a des humains. Et que en fait il y a des rapports humains et que c'est super important, et que donc aussi j'en profite pour une petite aparté. C'est vrai qu'on parle Framasoft, Chaton, enfin tout ça c'est un collectif, comme je disais, il y a 90 structures, donc derrière ça il y a pas mal de gens, donc pas oublier que c'est pas juste ça a été porté par Framasoft, mais il y a plein de gens qui vont qui œuvrent un peu dans leur quotidien. Voilà peut-être à peu près pour un peu de nous et nous la Contrevoix et les chatons en quelques mots. Je sais pas s'il y a des questions, donc je laisse la place. Bon. Pas de questions? Non, pas encore. Je peux parler si tu veux. Ok, pas de problème. Nous, par rapport aux chatons, on a intégré le collectif en juillet 2019, donc assez rapidement après la création de l'association, et notre participation a été essentiellement, comme on a commencé comme une association étudiante dans un milieu de l'informatique, rejoindre un collectif pour le logiciel libre était une manière pour nous de montrer que on est véritablement engagé dans l'éthique pour le numérique, dans ces questions de logiciel libre, et ainsi de suite. Donc à notre arrivée, essentiellement, on a participé au départ essentiellement aux portées. Donc on a pris part aux discussions, on a établi notre structure interne de discussion et de audit pour pouvoir évaluer si des associations ou des structures peuvent intégrer les chatons ou non. Voilà, donc on a aussi voté pas mal notamment, et on a aussi donc contribué à la vie du collectif de manière générale, que ce soit en participant sur le forum ou au camp chaton par exemple, qui d'ailleurs est très 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 reposant, mais aussi un lieu de travail assez excellent. Voilà. Donc ça c'est notre rapport avec le collectif. Voilà, donc aujourd'hui on est à la combienième portée? On devrait être à la 17e. C'est ça, la 17e est finie et la prochaine est bientôt. Très bien. Alors, moi je vais continuer sur si je trouve la souris. Donc on va parler de l'évolution des chatons. Donc les chatons, bien sûr, ne sont pas restés statiques avec leur texte fondateur. Il y a eu plein d'événements qui ont pris place. Bon, vous imaginez, le collectif existe depuis 2016. Il y a eu toute la période des confinements et des couvre-feux et l'augmentation de la dépendance sur les services internet, voilà. Les choses ne sont pas restées statiques chez les chatons. Donc, dans un premier temps, on va parler de quelque chose qui est assez récent, c'est que Framasoft n'assure plus la coordination du collectif depuis le début de l'année, essentiellement.
C'était vraiment quelque chose de voulu en soi dès le départ. L'idée c'est que Framasoft ne soit pas pour toujours structure coordinatrice des chatons, parce que les chatons, bien c'est un collectif et un collectif décide ensemble. Donc essentiellement la dernière chargée de communication qui est en J avait bien dès le départ mis comme mission de permettre à ce que les chatons puissent avoir une réelle autonomisation, donc qu'ils puissent être autonomes sur le tâche, que ce soit clair ce que doit être fait pour pérenniser le collectif et pour que les tâches, qu'elles soient de gestion, communication ou d'autres, soient réalisées. Donc je vous mets une petite citation de quand Angie a rejoint le collectif en tant que chargé de communication. Voilà. Donc il y a bien eu son éloignement, il y a eu du coup des questions qui se sont posées de manière interne. Est-ce qu'il faudrait trouver une personne salariée pour reprendre sa place? Comment est-ce que la gouvernance va se passer désormais, vu qu'il n'y a plus de... maintenant on a les outils pour coordonner, et maintenant il faut juste créer, structurer, formaliser tout ce qu'il faut. Qui gère les tâches gestionnaires, qui gère les tâches administratives, qui gère l'administration système, voilà. Donc ces questions ont commencé à, disons, faire monter dans le forum au cours des camps chatons. Tout le monde était au courant que ça n'allait pas être pour toujours. Donc, eh bien, ce qui a l'air d'avoir marché pour l'instant en termes d'organisation, c'est une assemblée. Alors ça s'est cassé complètement, ça c'est dommage. Un instant. Vous me donnez 5 secondes. Je vais juste... corriger ça. Alors... La police c'est là. Et c'est pas là. C'est pas grave. On va bouger ça. Je suis désolé pour le désagrément. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, on n'a pas notre police d'écriture et ça a dû faire bouger des choses. On va attendre juste 2 secondes. Bien, je peux commencer à vous. Vous pouvez voir. Je suis désolé. Donc, l'Assemblée constituante, un appel pour refonder le collectif et de restructurer la gouvernance précédente avait été lancé le 5 juillet 2023 par Quentin de l'association Deux Fleurs. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un travail... que la date a été posée pour l'Assemblée constituante qui permettait de définir les thématiques principales pour la continuation du collectif. Et ces thématiques principales ont été donc définies et un travail a été fait pour les fléchir et les structurer et les rédiger en part entière. Donc ce sont 3 thématiques qui ont été choisies, qui sont la modération, la gouvernance et la continuité. Donc la modération se définit par la construction d'un code de conduite. Donc on a posé des règles plus concrètes sur le forum des chatons, et ensuite créer un code de conduite par rapport à ce que au comportement conseillé, à la manière d'interagir, à quel moment il faut aller prendre de l'air parce qu'on s'énerve beaucoup trop dans les forums. Voilà. Donc ça a été défini. Merci Alex. Par la suite, donc,
Ça a été surtout vers décembre que ces thématiques ont été définies. Donc, par la suite, il y a aussi la formalisation d'un processus de médiation. Ensuite, du côté de la gouvernance, il y a eu la définition de décisions différentes parce qu'une des plaintes dans l'appel à refonder le collectif était que il y avait des moments où ça pourrait partir beaucoup trop dans le bureaucratique. Donc la manière que j'ai interprété, c'était que la définition de types de décisions différentes permettait de définir des décisions qui n'ont pas besoin que ce soit mis à approbation pendant longtemps avec plus de la moitié qui doivent être d'accord. Par exemple, en ce qui concerne une gestion interne d'administration système, s'il veut changer de logiciel, mettre ça à approbation par l'entièreté du collectif, c'est peut-être pas... pertinent, donc ce serait une décision en autonomie, puis vous avez des décisions extraordinaires, des prises de position en urgence. Voilà. Et l'idée, c'est que 75% des votants doivent être d'accord sur un moment donné pour qu'une prise de décision en urgence soit appliquée ou une décision extraordinaire soit appliquée. Voilà, donc si ça porte quelque chose à l'image des chatons, il faut que tous les chatons soient d'accord. Je pense que ça paraît assez clair de cette manière-là. Et donc voilà, en ce qui concerne la continuité, il fallait formaliser les tâches à maintenir parce que il y a eu un travail par la chargée de communication et de coordination, Angie, et il fallait désormais mieux structurer ça sur un papier essentiellement, et aussi définir un petit peu comment est-ce que les réunions mensuelles allaient se passer par la suite, sachant que les réunions mensuelles qui ont été au départ une manière de pouvoir prendre des décisions, etc., faire tout un tas de formalités administratives, sont devenues un espace beaucoup plus libre d'échanges, d'informations, juste pour informer qui travaille sur quoi, comment ça se passe, qu'est-ce que les chatons font individuellement, voilà. Donc résumé d'activité, voilà. Assurer cette continuité et pouvoir définir cette continuité permet aussi à ce que le collectif sache quoi faire par la suite. C'est coordonner ou trouver un processus de coordination pour pouvoir organiser les camps chatons, c'est participer à des stands et des événements, c'est trouver des gens pour faire de l'administration système interne. Bon, c'est pas évident. Faut que quelqu'un puisse le faire, c'est basé sur le volontariat, voilà. Et puis il y a aussi l'organisation des portées de candidature et la communication qui y va, parce que faut bien que les structures qui peuvent participer à une portée des chatons sachent ce que c'est une portée des chatons. Voilà. Donc ça c'est donc un côté sur lequel les choses ont évolué chez les chatons. Il y a eu, parmi plein d'évolutions différentes, une évolution qui a bien fait du bruit, disons. Alors là, je vais vous traduire rapidement ce qu'il y a écrit sur l'écran. C'est pourquoi vous ne voulez pas du tout héberger votre propre serveur mail pour envoyer des mails. Voilà, donc ceux qui font un peu de technique ici peuvent comprendre à quel point c'est l'enfer, parce que essentiellement les multinationales font tout pour que ce soit difficile et que ça prenne beaucoup de temps sur le temps d'une personne pour héberger son propre serveur mail, et qu'à partir d'un moment, les gens qui le font que pour elles-mêmes arrêtent de le faire parce que ça consomme beaucoup trop de temps. Voilà, donc, je vous donne un petit résumé de la situation. Donc, quel rapport avec limite au 100% libre? Donc, justement, en fait, on a eu des petits exemples lors des portées, et même actuellement, en fait, on est en train de définir ce que les limites sont, parce que du coup, je vais vous expliquer juste après ce qui a pris place. Mais essentiellement, en fait, les chatons, ils n'utilisent pas 100% de logiciels libres dans leur manière de travailler. Et certaines structures qui veulent candidater aux chatons ont aussi se sont aussi présentées en ne pas utilisant de logiciels libres, certains logiciels libres.
pour faire par exemple du mail ou à travers des services d'envoi de mail propriétaires ou à travers des services voilà. Différents, par exemple Framasoft utilise de manière interne un service d'envoi de mail propriétaire pour que les mails puissent arriver aux boîtes mail des gens, parce que sinon en fait les filtres automatiques des multinationales attrapent tout ce qui a une petite erreur et jettent dans la corbeille, alors qu'elles font passer tout l'autre spam qui est bien formaté, bref. Donc ça c'est un exemple, hein, pas pour pointer du doigt, hein, c'est juste voilà. Et du coup, on a eu des refus de candidature dans le passé sur des portées différentes. Je peux vous donner portée 15 et 16. En portée 15, on a eu donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du logiciel comptable pour les associations Paeco ou Garadin. Donc on a eu donc leur structure Paeco Cloud qui voulait rejoindre les chatons et qui se sont fait refuser parce qu'ils dépendaient sur Amazon pour l'envoi de mails. Parce qu'ils envoient beaucoup de mails et bon, c'est normal. À leur niveau, ils font de la comptabilité, ils ont beaucoup de gens qui adhèrent à leur service et leur logiciel, pourtant, le logiciel qu'ils prônent, qu'ils offrent est entièrement libre. Voilà, donc il est entièrement libre, source ouverte, licence libre. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, mais ça a été bloquant à ce moment-là parce que du coup la charte ne permettait pas à ce que quelqu'un vienne en utilisant des logiciels propriétaires. Il y a aussi d'autres difficultés. Par exemple, un ordinateur, il a son propre micro-logiciel à l'intérieur. Ce micro-logiciel n'est pas ouvert. Faites ce que vous voulez. Bon, il y a des gens qui essayent de faire des micro-logiciels ouverts, mais c'est pas compatible partout. C'est quelques modèles d'ordinateurs et c'est pas 100% fiable. Donc bon, il y a des gens qui arrivent à héberger des services avec et franchement, chapeau, mais c'est pas la majorité et c'est assez excluant en fait. Ça demande un niveau de technique bien haut pour pouvoir juste héberger des services. Donc, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Très bien. Donc, la situation a été que la charte avait besoin d'évoluer. Donc, avec ce que je viens de mentionner, donc la charte elle avait besoin d'évoluer. Donc une première évolution a pris place en 2019 pour intégrer ce qu'on appelle des points souples et des points rigides, donc des critères recommandés et des critères obligatoires, je crois, pour pouvoir un peu rajouter de la souplesse au niveau des micro-logiciels et de dire bon, 100% libre. On va essayer du mieux, mais on comprend que les micro-logiciels, les BIOS, etc., ça va être très compliqué de faire. Donc ça a été le premier changement de la charte. Il a été voté, approuvé. Et c'était aussi en fait une révision générale parce qu'en fait la première charte a été apportée par Framasoft, donc il y avait ce intérêt de le revoir avec les structures qui avaient intégré depuis 3 ans. Voilà. Donc une nouvelle mise à jour à la charte a été faite donc en 2023 et cette fois-ci c'était pour assouplir certaines règles par rapport aux limites que je viens de mentionner au 100% libre, au logiciel 100% libre. Donc il y avait de la souplesse sur les formats ouverts de documents parce que beaucoup de structures en fait travaillent avec d'autres structures qui n'ont pas de format ouvert. Alors, vous pouvez me dire, on va juste les obliger, ces structures-là, mais quand vous travaillez avec le ministère et que vous demandez ça c'est, voilà, anecdote, si vous travaillez avec le ministère, il n'y aura pas de format ouvert, sauf si c'est pour... ou très rarement. Donc voilà, ça c'est une idée. Donc l'idée c'est que la peine n'ira pas sur les chatons qui doivent traiter ce genre de format. Mais les chatons sont recommandés de demander aux structures avec lesquelles ils interagissent de passer sur des formats ouverts. Voilà, donc il y a eu aussi l'ajout d'une possibilité
pour assouplir les règles sur les logiciels utilisés. Donc en fait, le chaton doit préciser tout ce qu'il a qui est propriétaire, donc que ce soit matériel ou logiciel, doit travailler donc à l'émergence de solutions libres pour pour les logiciels propriétaires que le chaton utilise, et en plus donc les limites sont en train d'être définies actuellement. Voilà, actuellement il y a c'est la phase de décision. Voilà, en fait il y a actuellement une délibération en fait entre les différents chatons pour définir ces limites et savoir c'est quoi les limites exactes qu'on peut laisser passer, parce qu'il n'y a pas de meilleure alternative à l'instant donné. Donc c'est encore de vote. Je ne vais rien dire à ce sujet-là. On verra bien ce que ça va donner. Je vous invite à aller voir sur le forum si vous voulez voir qu'est-ce que les gens en disent. Voilà, donc c'est en phase d'amendement à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions, sentez-vous libre, pas de problème. Des questions? Rien? Rien du tout? Très bien. Donc, l'apport des chatons. Donc, les chatons nous ont apporté énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est un réseau humain. C'est un réseau humain avec plein de gens. On a pu tisser des liens avec des structures qui sont dans le milieu depuis plus longtemps que nous. Donc, honnêtement, c'est chouette. Et voilà, par exemple, on a connu Picassoft et Bastet avec les chatons, et on a tissé des liens avec eux. Voilà, on a eu pas mal d'opportunités d'intervention grâce aux chatons, parce que bon, dire qu'on fait partie des chatons, on est dans un collectif démarré par Framasoft et que voilà, on est engagé dans le tas, et bien ça nous aide pas mal. Et c'est normal, voilà, on est engagé dans une mission et que les gens peuvent vous reconnaître. Donc c'est génial. D'autres idées aussi, ça nous a donné aussi une communauté d'entraide. Alors voilà, on a une communauté d'entraide qui est génialissime, dans un forum accessible. Ça nous permet de nous présenter aussi à un public qui est plus réceptif à nos idées, parce que quelqu'un qui va venir chez le chaton aura déjà un petit peu de détails sur c'est quoi l'idée générale des chatons, et c'est quoi les intérêts des chatons, et c'est quoi les intérêts d'éducation qu'on veut faire, parce que c'est un peu dans cette direction-là que les chatons vont. Donc voilà. Alex, la conclusion ? Allô, ouais. Juste, je note un truc que j'avais oublié de mentionner, c'est que dans l'organisation des chatons aussi, il y a des réunions mensuelles qui ont lieu. Et donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet d'avoir des moments d'échange réguliers, où tout un chacun peut se joindre. Et voilà, l'ordre du jour est défini en amont, et ça permet un peu de suivre un peu ce qui se passe. Et par rapport à ce que tu disais aussi sur le fonctionnement, il y a le fait que c'est un peu chacune s'empare des sujets qui l'intéressent et qui souhaite porter pour pouvoir les faire se réaliser un peu. Voilà. Donc en fait, avec tout ça, du coup, le chaton, c'est un collectif qui pour l'instant est en train de vivre je sais plus qui disait ça, ou je sais plus où j'ai entendu, mais c'était assez intéressant. Le fait que c'est un peu une phase un peu adolescente, c'est-à-dire qu'il y a eu la phase de jeunesse portée par Framasoft. Framasoft se met un peu en retrait. Du coup, le collectif se prend un peu en main et du coup mature. Et j'avais trouvé ça assez intéressant, cette analogie avec du coup le fait de grandir et d'avoir des étapes un peu comme ça. Donc c'est en évolution, c'est en discussion. Il y a des actions qui sont en cours sur justement qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce qu'on garde pas. Avant, comme disait Denise, il y avait une personne qui avait un tiers-temps à consacrer aux chatons, qui était rémunérée pour ça. Aujourd'hui, qui n'était pas rémunérée par les chatons, qui était rémunérée par une structure tierce, donc qui était Framasoft.
Aujourd'hui, il y a eu des questions sur mais ok, comment on fait pour garder ce côté un peu liant, comment on conserve l'énergie des gens, comment on avance avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on estime qui est prioritaire dans ces questionnements, qu'est-ce qui va l'être plus tard. Donc ça c'est toujours c'est une aventure qui continue du coup un peu, pour le dire comme ça. Et puis il y a aussi le fait de se questionner, de se demander qu'est-ce que le collectif nous apporte, qu'est-ce que l'on veut que le collectif apporte aussi à l'extérieur. Et donc tout ce rapport-là. Et après, donc, comme je disais, il y a aussi l'implication des personnes. Et donc nous, à la Contrevoix, on a souhaité on a mis en place une feuille de route. Première fois qu'on fait ça déjà, donc comme travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Enfin, sur ces 3 prochaines années, si je dis pas de bêtises. Et un des axes, ça a été justement de garder notre implication avec nos structures partenaires et en particulier avec le collectif. Et donc de dégager un après-midi par semaine pour avoir une personne qui dégage un après-midi par semaine pour s'impliquer dans le collectif toutes les semaines. Voilà. Et donc que ce soit participer. Enfin, il y a tellement de choses en fait. Nous c'est une application, donc c'est-à-dire donc ça c'est un souhait de l'association La Contrevoix pour s'impliquer encore dans le collectif, mais c'est pas une implication qui a été discutée avec le reste des chatons. C'est plutôt nous, à titre d'association, de structure appartenant au collectif. Voilà comment on souhaite garder du lien et s'impliquer dans la vie du collectif, donc que ce soit dans les réflexions dont on est porté, que ce soit dans la réalisation d'événements la participation à des événements comme celui-ci, ou plein d'autres choses. Voilà à peu près pour nous, Contrevoix, chatons et tout ça, quoi. Merci de votre attention, du coup. On voit qu'on a été un peu rapide. Si vous voulez continuer la discussion, avec plaisir. Compte tenu de votre profil technique, qu'est-ce que vous apportez aux chatons et puis à la Contrevoix aussi? Ouais. Alors du coup, par rapport au profil technique, ce qui est quelque chose de très intéressant, c'est que la plupart des structures sont formées, il y a beaucoup de profils techniques dans toutes les structures qui sont des chatons, donc ça manque pas trop au niveau de l'implication pour gérer la partie plutôt technique. On va avoir donc chaque structure, il y a toute la partie d'hébergement ou de mise à disposition de services. Déjà en général il y a un site web à gérer pour avoir une page d'accès. Là je parle par structure. Ce qui est demandé pour chaque structure en fait, quand une structure souhaite adhérer au collectif, rejoindre le collectif, il est demandé d'avoir au moins un site web qui liste tous les services ou qu'est-ce que la structure fait et comment ça fonctionne et comment on peut adhérer ou pas, parce que ça pourrait être une seule personne qui souhaite juste participer au collectif. Donc là, il y a des personnes qui vont travailler dessus. Donc nous, on fait... moi, par exemple, à titre personnel, je fais un peu d'administration système pour la Contrevoix. On a d'autres membres... toi, peut-être voilà, que ce que tu fais. Moi je contribue pas autant en ce qui concerne du côté technique. J'ai un profil technique, hein. Mon métier c'est de l'administration système, voilà. Mais pour la Contrevoix, j'essaie de ne pas contribuer autant en termes techniques. Ça veut pas dire que je l'ai pas fait. J'ai déjà contribué un petit peu en termes techniques. Mais moi je participe surtout à nos présences dans des stands, de ce genre de choses, et je fais mine de rien, je fais moins de participation technique envers le collectif. Surtout parce que si on travaille dans quelque chose et qu'on fait exactement la même chose partout, on risque de s'enlacer. Voilà. Et pour ajouter aussi rapidement, donc il y a aussi ce point-là dans les faits qui est super important, c'est qu'on n'est pas bénévole. Donc il y a aussi l'implication qui est le temps qu'on met, c'est du temps bénévole. Et derrière, il y a aussi, donc par rapport au collectif chaton en tant que tel et au service. Alors, les chatons, c'est un collectif, mais qui ne va pas directement proposer de service les services mis à disposition par le collectif. Ça va être un site web qui permet de recenser tous les chatons avec une carte, avec la liste des différentes structures, ce qu'elles vont proposer. Et donc ça va être une porte d'entrée pour trouver des structures qui pourraient correspondre aux besoins que des personnes pourraient avoir ou d'autres des associations, faire si elles ont un accompagnement. Voilà. Et donc il y a ce site web
qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est maintenu par Framasoft, je crois, mais je suis pas sûr. Derrière, il y a aussi un forum du coup qui est aujourd'hui utilisé pour où se passe énormément d'échanges. Si là aussi je dis pas de bêtises, c'est Indie Hoster, mais j'ai peut-être un doute qui le gère et qui du coup fait toute la partie d'administration système. Et en fait, ça rentre un peu dans leur activité aussi à côté de gestion d'autres services. Ils ont intégré cet outil-là. C'est comme ça que je l'ai compris, du moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Il y a un Nextcloud aussi. Lui, je sais plus qui l'héberge et qui le gère, mais pareil, c'est un chaton qui s'en occupe. Et Nextcloud, du coup, c'est du stockage de fichiers. Ça va être des photos des camps, des informations sur des devis, sur des choses comme ça, qui vont être vraiment très internes au fonctionnement du collectif. Et après, c'est chaque structure qui gère ses outils et son rapport aux outils qui sont mis à disposition, que ce soit une messagerie, que ce soit un Framapad ou un équivalent, ou un Framadate ou équivalent, ou voilà, toutes ces choses-là, ou un Jitsi ou un curseur de lien. Enfin, voilà. En tout cas, pour l'instant, en fait, la structure, elle se veut un collectif informel. Donc voilà, c'est décentralisé. Celui qui peut faire. Les seules choses à faire, c'est que toutes les années, il faut confirmer pour savoir si la personne est toujours dans le collectif. Voilà quoi. Donc. En ce qui concerne ce qu'on apporte aux chatons, nous personnellement, on a on a des connaissances techniques. On vient d'un milieu technique, mais ça ne veut pas pour autant dire que les chatons, ils accueillent que des personnes avec des connaissances 100% techniques. Ou voilà, nous on a accueilli quelqu'un qui était en stage. Je parle des chatons. Il a accueilli quelqu'un qui était en stage. Pour juste discuter avec les structures, poser des questions dans le cadre d'un... Je crois que c'était un master. Rapidement, le stage, c'est vrai que j'étais très intéressé pour lire le rapport de stage, parce que c'était justement se poser des questions sur mais qui sont ces structures, qu'est-ce qu'elles ont à faire ensemble, qu'est-ce qui les pousse à faire ça en fait. Et justement, ce rapport, il est sur Nextcloud, sur lequel je crois pas que j'ai d'accès. Du coup, voilà, il y a aussi ça. Il y a plein de choses aussi les questions des accès. Moi, je me rends compte qu'il y a des endroits où j'ai pas des accès partout, mais peut-être que c'est juste parce que j'ai pas demandé ou j'ai pas trouvé la porte d'entrée. Mais le forum, on peut se créer un compte facilement sur le forum. Par contre, comme c'est le lieu d'échange, j'ai juste pas pris le temps de poser la question. Et donc voilà. Mais après. Quelque chose qui est assez important à noter, c'est qu'on n'a pas besoin de connaissances techniques pour pouvoir contribuer au chaton. Et très 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 souvent, on a des personnes qui viennent des milieux complètement différents que celui de l'informatique qui contribuent. Justement, est-ce que vous avez des exemples des membres? J'ai un exemple d'un pompier. Non, désolé, j'ai oublié ton prénom. Mais on a quelqu'un qui est pompier ou qui était pompier à un certain moment, qui est membre actif, je pense qu'il s'appelle Laurent. Mes excuses si c'est une erreur. Le pire, c'est que j'étais au Grand Chaton avec lui, donc j'ai pas d'excuses. Juste pour la question, cette personne, elle est en tant qu'individu, elle est membre du collectif ou elle est membre d'une structure qui est membre du collectif? Je pense que c'est une membre d'une structure qui est membre du collectif. Ouais, du coup, parce que je crois que la question. En fait, il n'y a pas de membres au collectif. En tant que tel, ce sont que des structures. Mais tu pourrais avoir une personne. C'est ça. Quel profil? Alors, ça peut être des personnes. Oui, mais qui proposent des services, mais c'est vraiment, je pense que c'est pas la majorité. Sinon, c'est des associations à but non lucratif. Je pense qu'il y a une scope ou plusieurs scopes. Essentiellement, si ce sont des structures qui se basent sur le logiciel libre, n'importe le type de structure, d'ailleurs. Et vas-y. Du coup, en fait, là maintenant je le vois, j'ai pas passé toutes les structures en revue, donc je peux peut-être me tromper. Mais étant donné que c'est un collectif d'hébergeurs, en fait, pour moi, c'est un collectif qui va s'adresser plutôt à des structures qui vont proposer de l'hébergement de services et donc à un minimum de technicité. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a des chatons qui se reposent sur des briques type YUNOHOST, qui est en fait un outil, un peu clé en main pour installer des logiciels en fait déjà sur. Ça permet de mettre en place un service web
sur lequel on va facilement pouvoir ajouter des services type hébergement de fichiers, type, donc Nextcloud, type un Jitsi ou d'autres outils. Et donc ça demande moins de connaissances techniques dans le sens où ça va être plus interfacé, ça va être plus, la marche va être moins haute. On va pas directement faire des lignes dans le terminal ou choses comme ça. Il y a une simplification de par les outils qui existent et du coup qui permettent à des personnes avec peut-être moins de technicité ou qui ont moins de temps aussi, parce que c'est aussi ça aussi qui peut rentrer en compte, et peut-être se simplifier la vie, qui vont pouvoir mettre en place leur petit bout d'internet à eux, et soit pour eux, soit pour leurs proches, soit pour leur communauté, ou alors pour toute une structure qui va se baser là-dessus. Et il y a pas mal de structures qui se basent sur des outils, sur ce genre qui hébergent à partir de ce genre de solution Wayuno-Host, qui simplifie grandement le déploiement des solutions. Mais ça n'empêche que derrière, il faut quand même avoir un lieu pour héberger les données, donc c'est-à-dire soit se rapprocher d'un hébergeur, soit avoir son propre soit héberger chez soi. Et donc, ça nécessite quand même une appétence ou un souhait de quand même mettre ça en place et donc s'intéresser à ces questions. Donc, il y a quand même il y a un profil quand même défini dans le non-chaton quand même, dans l'hébergeur, il y a quand même un profil type, je dirais. Et après, dans les personnes donc ça, c'est pour les structures qui vont être membres du collectif. Mais derrière, dans les membres, il y a vraiment, comme disait Denise, il peut y avoir de tout. Et moi, je le vois vraiment comme une sensibilité à justement se dire que ces outils-là, ils ont quelque chose qui est vraiment important. Et ce côté, moi, je le vois un peu comme vraiment l'émancipation par le numérique. C'est pas juste parce qu'on aime le numérique, c'est parce qu'aussi on peut se dire cet outil-là, moi, je l'utilise au quotidien. J'ai envie qu'il soit mon ami plutôt qu'il m'enferme ou qu'il soit plus aliénant. Voilà. Pour rebondir rapidement sur ce qu'Alex dit, on a aussi dans le forum des chatons des utilisateurs qui viennent parler. Très concrètement. Il y a des personnes qui viennent exprimer leurs besoins. On a eu quelqu'un qui est venu s'exprimer par rapport au changement de la charte. Voilà, ce n'est pas qu'un profil technique, ce ne sont pas que des profils techniques qui viennent parler. Et justement, c'est ce qu'il faut. C'est un collectif des hébergeurs, mais c'est pas pour autant que c'est enfermé dans un petit cercle en informatique. Voilà. La Contrevoix héberge combien de personnes, de clients, de structures? Je sais pas. On en est à 100 quelques, non, n'importe quoi. Alors on héberge majoritairement, alors j'ai pas les chiffres non plus en tête, mais il faudra regarder notre rapport. On a plus de 100, ça c'est sûr. On a majoritairement des personnes physiques. On a quelques personnes morales. Et là, alors pareil, je vais aller les chiffres en tête. Et donc ça, c'est par rapport à nous ce qu'on va faire. Et là, actuellement, dans nos objectifs, pareil, dans ce que je vous parlais de notre feuille de route, on souhaite accompagner des structures dans leur rapport au numérique et donc mettre en place une sorte d'audit. Déjà se poser la question, ok, quels sont vos besoins? De quoi, ça vous intéresse, mais qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Qu'est-ce que vous estimez important par exemple, si on prend une association, qu'est-ce que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous avez besoin de suivre vos membres? Qu'est-ce que vous avez besoin d'un site web? Ok, d'accord. Et à partir de là, l'idée, c'est essayer de potentiellement leur mettre en place, les accompagner pour mettre en place une solution et former des gens en interne dans ces structures pour qu'elles puissent s'emparer de leurs solutions et les faire vivre au quotidien sans que... Alors nous, on peut aider, être là un peu pour mettre la main à la pâte, mais l'idée vraiment c'est d'accompagner d'autres structures à s'emparer d'outils pour justement gérer leur coin de l'internet, pas forcément, mais du moins leur rapport à certains outils qu'ils estiment importants et qui souhaiteraient aussi sortir de structures ou d'entreprises dont ils estiment peut-être moins, pas partager forcément certaines valeurs ou certains buts. Et donc voilà, donc ça c'est un peu. Donc on souhaite tendre à accueillir ou au moins accompagner des structures plus que juste là des membres. Voilà, actuellement. Bonsoir. Question. Alors, en fait, je pense que vous avez plus ou moins répondu en fait dans toute la présentation, mais peut-être un peu pour résumer. Est-ce que il y aurait, je pense à les réponses à la question, je la pose quand même. Est-ce qu'il y a au niveau des chatons une stratégie un peu, je dirais, d'homogénéisation ou plateformisation des différentes structures tel que je le vois moi, pour une image visuelle, comme le site des Googleisons Internet par rapport à Framasoft, qui est une espèce d'agrégation, pas vraiment, parce qu'en fait aussi ils pointent vers voici les infos pour pouvoir héberger chez vous, donc c'est pas uniquement une plateforme, mais
En fait, dans l'idée, c'est par rapport à la façon dont c'est présenté à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une stratégie chez les chatons pour faire ça, ou est-ce que, parce que c'est une vraie question, est-ce que l'idée c'est plutôt de rester sur une agrégation de structures hétérogènes qui chacune font leur, chacune a sa spécificité, et que les chatons ne restent que en gros ne font que du back-end, en fait, ne mettent en commun que du back-end, de l'administratif et du réseau, mais que on va dire après n'est que, c'est juste en gros un contact central, mais pour aller vers des trucs spécifiques. Ou est-ce qu'il y a une stratégie pour faire l'homogénéité? Je peux répondre à ça. Alors, j'avais un slide justement qui montre une petite capture d'écran. Donc, lors des premiers confinements, une initiative a été mise en place pour créer une page essentiellement qui regroupe plein de services différents et qui permet de voir qu'il y a des chatons locaux qui mettent en place ce service-là. On a aussi sur le site des chatons une espèce de moyen de recherche par service, justement. Voilà, donc ça c'est une petite capture d'écran. Bon, c'est une petite capture d'écran de la page Entraide. Donc voilà, donc entraide.chaton.org. Ça répertorie des services des services avec une liste de chatons pour lesquels on peut accéder à ce service-là. Voilà. Donc on a des initiatives comme ça pour mettre en commun, voilà, avoir un endroit où on présente ce que c'est possible et chez qui on peut aller. Il y a aussi des projets interchatons. Donc les projets interchatons, c'est qu'on les chatons contribuent entre eux pour la création de logiciels, pour etc., etc. Par exemple, nous, voilà, nous on a contribué un bout de code au projet Canaille de Yalcorp, qui est un serveur d'identité. Ça va pas parler à grand monde, mais c'est quelque chose qui permet de se connecter avec les mêmes identifiants sur plein de services différents. Voilà, ça de manière résumée. Et Yalcorp, qui est une structure qui est dans les chatons, je crois. En tout cas, oui, il y a ça. Il y a eu aussi des moments où on a parlé de créer une espèce de plateforme réseau de livraison de contenu. Bon, ça va pas parler à grand monde non plus. C'est assez technique, mais qui pourrait être utilisé entre chatons. Comme ça, des chatons qui en dépendent peuvent le laisser, parce que c'est un monde où il y a beaucoup de solutions propriétaires. Donc si voilà, il y a un projet interchaton de ce que j'ai vu, il y avait un projet interchaton qui avait été lancé, je ne l'ai pas suivi. Donc je ne sais pas où ça en est, et il y a toujours des collaborations entre chatons. Est-ce qu'il y a quelque chose à une grande échelle qui se fait? Je ne peux pas répondre à ça. Peut-être que toi tu peux dire quelque chose. Je pense, par rapport à ça, je pense pas. J'aurais pas de réponse à s'il y a quelque chose, il y a un plan à grande échelle. Mais je pense que c'est vrai qu'au niveau de la stratégie, il y a, pour moi, en effet, la question, j'aurais presque envie de répondre un peu des deux. Voilà. Et je rajouterais un point, je pense, je sais pas trop, juste, c'est qu'un des buts aussi du collectif Chaton, c'est aussi de mettre en commun les structures et de se dire on n'est pas seul, et en fait on peut aussi avancer ensemble. Il y a aussi cette idée-là de mettre notre énergie en commun et je pense il y a vraiment il y avait un peu soi aussi, je crois, dans le but du collectif. Et donc ça, il y a quelque chose un peu qui sort aussi de juste l'idée de s'ouvrir aux autres aussi, c'est aussi de rassembler et c'était assez bien défini. Framasoft, ils ont écrit quelques billets quand ils ont lancé les chatons, et ils partageaient le fait qu'en fait, en lançant cette initiative, ils ont découvert énormément de structures dont ils n'avaient même pas connaissance, quoi. Et en fait, en se disant, ouais, mais en fait, on fait tous à peu près la même chose localement. Et il y avait cette idée de se dire, c'est un peu les AMAP du numérique, un peu ce qu'ils disaient au début. Et c'est localement, on veut apporter du numérique éthique, ou du moins un peu plus
qui respecte la vie privée des gens aux gens qui sont autour de nous, quoi. Et donc il y a aussi ce côté un peu liant entre les structures, en plus d'être en effet une porte d'entrée. Ou alors, même ça peut arriver dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on va être contacté directement à la Contrevoix pour nous demander est-ce que vous faites ceci ou est-ce que vous auriez un service je sais pas, de vidéoconférence. Et nous, on n'en a pas, mais on peut nous utiliser l'annuaire et dire on y a ça, ou alors on peut dire on a trouvé cela, ou est-ce que on peut vous repointer vers d'autres chatons, et donc voilà, ça peut être. C'est ça. Ok, c'est clairement un collectif. En fait, je posais la question, c'était non était une réponse acceptable. Je pense pas qu'il y ait de non franc à cette question plutôt. Ouais, justement, comment on peut faire si on veut trouver une ressource vidéoconférence, trouver quelque chose de fiable, que ce n'est pas deux personnes vachement motivées, mais qui n'ont pas forcément les compétences ou l'infrastructure qui permet de supporter un service. Comment on peut concrètement trouver quelqu'un qui fait ça? Eh bien, en fait, les chatons ont une charte. En fait, voilà. Cette charte garantit un niveau de protection des données, garantit un niveau d'assurance et de continuité d'un service. Voilà. Pas entièrement, mais... Je me permets juste, c'est vrai que c'est aussi quelque chose sur l'assurance du service aussi. C'est des structures bénévoles, donc je vais te mettre un petit bémol. Oui. Non, c'est qu'on n'est pas. Au final, oui, ça finit par être des structures bénévoles. Il y a entraide.chaton.org, qui est cette page en fait qui permet de rapidement mettre en avant certains services qui vont être dont on se rend compte que les gens recherchent régulièrement un peu. Et pour chaque service, il y a plusieurs. C'est de manière aléatoire. Il y a certains services, certains chatons qui sont mis en avant ou pas. Et après, il y a le site des chatons qui référence tous les services. Mais justement, moi, je trouve que c'est assez dommage que c'est bénévole. Alors, en termes... Parce que j'ai dit qu'on se mord un peu la queue. C'est-à-dire que je suis prêt de payer un certain prix, il y a deux choses. Excessivement, mais rien n'est gratuit dans la vie. Et à un bout de moment, les gens qui font de la qualité, ils ont le droit de vivre correctement de leur boulot. Et je pense qu'il faut un peu sortir de cette... tu vois, c'est libre, c'est gratos et tout ça. Non, c'est pas parce que c'est libre, c'est gratos. C'est que jusqu'à une certaine liberté. La liberté a un prix. Et voilà. Je vais mettre un bémol sur le bémol, du coup, parce qu'il y a des structures qui sont juste... Enfin, alors, il y a plusieurs approches. C'est que nous, on est la Contrevoix en tant que telle, on est une structure avec que des bénévoles. On a un souhait, nous, interne, d'essayer de salarier une personne pour justement... c'est aussi dans notre feuille de route, d'avoir une personne qui est rémunérée pour l'investissement qu'elle passe sur nos infrastructures et sur le maintien de nos services. Et après, il y a des structures qui vont être des coopératives ou des structures, des entreprises en tant que telles, et donc qui, elles, on va plus payer pour le service chaton, en fait, où les personnes qui le maintiennent, après, j'ai envie d'imaginer, sont des salariés de ces structures-là. Je ne vais pas les vérifier, mais j'imagine fortement que c'est le cas. Donc, Framasoft aussi, j'ai peut-être des gens qui le savent ici, leur administration, ils ont des salariés. C'est une association qui a réussi à avoir suffisamment d'entrées d'argent pour salarier certaines personnes qui travaillent chez eux, pour avoir des gens qui travaillent pour leur structure. Et donc, ils ont une personne qui administre leur système à temps plein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont aussi des gens qui développent des logiciels, qui contribuent à PeerTube ou... c'était Mobilisons, je crois, pour les votes. Pour des votes en ligne. Mobilisons, je me semblait que c'était plus pour le calendrier, pour les partages c'était l'alternative à Facebook, Agenda, pas Agenda, mais événements. Les événements, c'est ça, pour le partage d'événements. Voilà. Il y a aussi des structures en fait qui, voilà, des structures qui dans le tas facture ou peut-être pas. C'est sûr que c'est pas autant que les GAFAM, mais qui facturent, qui maintiennent un service avec des paiements, que ce soit annuel ou mensuel. Moi, je peux donner des exemples. Nous, on est sur un système d'adhésion, voilà. Mais bon, c'est un système d'adhésion qui est doux, disons. Et on fait de la majoration par rapport à si c'est une personne physique, une personne morale, voilà. D'autres, nous, on a un modèle comme ça. D'autres structures qui sont portées beaucoup plus pour les professionnels ont d'autres modèles de facturation. Je pense à Zurich, Zaklis, voilà, plein d'autres chatons dans le tas. Voilà. Je rebondis rapidement, et c'est vrai que c'est en effet nous en tant que, pour parler de la Contrevoix, on a des services qui sont accessibles
à tout le monde, et il y a des services qu'on va restreindre aux membres, justement parce que c'est des services avec État qui nécessitent du stockage de données, qui vont être le service mail ou le service, par exemple, la Forge Git ou le stockage Nextcloud. Et donc ça, on va le restreindre à une adhésion, enfin du moins aux personnes qui ont adhéré, pour justement soutenir un peu l'infrastructure. On n'est pas du tout dans les coûts humains, là, on est vraiment dans les coûts d'infrastructure, en effet, mais on se rend compte qu'il y a des choses, et il y a toutes ces questions-là, en effet, qui, je pense, traversent beaucoup de gens qui font du bénévolat de façon à grande échelle. C'est question comment on fait pour... en effet, ça a un coût humain, il y a un coût... C'est ça. on peut le mettre. Les chatons, ils encouragent pas forcément à ce que ce soit que des structures bénévoles. La structure que j'ai mentionnée tout à l'heure, Zruit, qui est assurée par l'association d'éducation populaire CMEA et Mitraille Informatique, il n'y a pas de bénévolat dans le tas. C'est une activité salariée, par exemple. Je connais pas les détails dans d'autres structures, mais ça peut être similaire. Voilà. Donc voilà. Les chatons voilà, comment dire. Les chatons n'encouragent pas forcément à ce que ce soit une structure bénévole. C'est juste que par la nature du milieu, beaucoup de structures bénévoles existent. Puis nous, on accepte les dons aussi. Voilà. Beaucoup de structures. Et on croit à Electrolab. Oui, comme l'Electrolab, exactement. Je pense que c'est... Alors la question c'est, est-ce que les chatons ils ont un regard sur où est hébergé le service, et par exemple c'est aussi un regard sur le FAI et l'entreprise qui héberge le service? Oui, à une certaine mesure. Par exemple, si c'est un serveur qui est hébergé à l'étranger, bon, ça fait des batailles avec la RGPD, donc c'est pas forcément... ça dépend où. Ça dépend où à l'étranger. Hein. Pas à l'échelle de l'Union Européenne. En dehors de l'Union Européenne, si c'est sur un pays qui a des lois plus souples au niveau de la protection des données, c'est un point qui peut en venir. La charte est plus une suggestion aussi, hein, de suivi. Dans le passé, la charte n'a pas été appliquée à 100%. Même sur les éléments bloquants, pas toutes les structures ont voté en ayant les éléments bloquants en tête. Je parle notamment aux limites du 100% libre que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est vraiment la discernation des structures. Si jamais il y a Google qui apparaît avec une structure qui est 100% libre, je pense que ça posera des problèmes. Hein. Et il se peut que ce soit une candidature qui soit mal vue parce que ça vient d'une... ça vient d'une... ne fera pas consensus. Ça fera pas consensus parce que Comment ça ça sera porté par une structure qui a visiblement attaqué le logiciel libre, l'éthique dans le numérique et ainsi de suite. Ouais, par rapport à la question, pour compléter aussi un peu le droit de regard, vraiment dans ce sens-là, je pense que les chatons, il n'y a pas ce souhait d'aller regarder en permanence ce qui se passe chez les uns et chez l'autre. Il y a vraiment une notion de remettre aussi de la confiance dans le collectif et dans les structures. Et vraiment, ce terme de confiance, je trouve qu'il est important parce que de se dire qu'il y a aussi ça qui est important, qui est un peu central dans le rapport avec les gens ou les services qui sont mis à disposition. Parce qu'un truc tout bête, hein, pour montrer que la confiance est vraiment importante, c'est pas parce que je montre le code source, je le mets à disposition, que je ne l'ai pas modifié sur ce qui tourne. Bêtement, mais voilà, c'est aussi ça, c'est que vraiment il y a de la confiance à tous les niveaux. Et donc dans le droit de regard, je dirais pas. Par contre, droit de regard dans le sens strict, en mode, on va les regarder, on va aller analyser en permanence ce qui se passe. Par contre, en effet, s'il est remonté qu'il y a une évolution ou qu'il y a un chaton, ça peut poser des questions parce que ça correspond pas forcément à l'idée qu'il y a derrière. Enfin, imaginons qu'il y a vraiment les données sont stockées sur des serveurs. Sur des serveurs dont on peut soupçonner que le lieu, que les données pourraient être extraites ou utilisées à d'autres fins, ça pourrait poser problème et donc entraîner en effet des questions en interne et donc des questions sur déjà pourquoi. Est-ce que c'est un choix en conscience? Est-ce que c'est un choix? Si c'est un choix pas en conscience, est-ce que c'est modifiable? Si c'est un choix en conscience, qu'est-ce qui a mené à ça? Est-ce que ça reste du coup compatible avec... Je pense qu'il y aurait toute cette démarche un peu de ce questionnement et ensuite qu'est-ce qu'on fait?
où est-ce qu'on arrive et qu'est-ce qu'on fait. Il y a vraiment ce côté aussi de. Il faut savoir qu'en fait, sur les candidatures, quand les personnes sont. Pas les personnes, mais les structures sont considérées, il y a une phase de libre-échange. Donc, il y a une discussion. Il y a peut-être qu'un service peut avoir quelques éléments bloquants qui sont des services propriétaires qui auront été trouvés lors d'un audit. Ils diront bon, écoutez, vous utilisez la messagerie Slack, ça c'est pas libre. Il y a une alternative, ça s'appelle Mattermost, vous pouvez passer dessus. Et lors des candidatures, il y a eu pas mal de structures qui ont changé leur pratique juste pour pouvoir continuer par la suite sur la candidature. Donc, les candidatures, c'est vrai que c'est une phase aussi d'accompagnement pour justement. Ça peut être vu un peu peut-être comme du punaise à certains moments, parce qu'il y a vraiment il y a pas mal de gens qui vont aller chercher un peu les trucs, quoi. Mais ça peut être aussi une manière d'accompagner, de dire là, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez pensé faire autrement? Est-ce que vous utilisez des polices qui sont chargées ailleurs? Est-ce que vous avez des scripts qui sont chargés ailleurs? Est-ce que vous avez pensé les mettre directement en local pour éviter justement des appels que les clients, les navigateurs clients aillent se connecter à des ressources tierces? Voilà, des choses comme ça. Voilà, est-ce que ça répond à peu près à la question ou... Ouais. Ok, merci. Ouais, moi j'ai pas vraiment une question, mais plus c'est peut-être pour une précision, parce que dans ma tête, les chatons, c'est très lié, ça ressemble beaucoup à FFDN, mais donc je suppose que j'ai déjà la réponse, c'est juste pour avoir la confirmation. Donc c'est surtout qu'en fait c'est différent parce que FFDN, je pense, c'est une agrégation de fournisseurs d'accès spécifiquement, là où vous faites plus que ça en fait. Enfin, Alors, les structures qui font partie des chatons font plus que simplement de l'accès Internet. Justement, et même différemment, c'est-à-dire que la FFDN, donc la Fédération des French Data Network, c'est ça, donc qui fait des fournisseurs d'accès Internet, que je connais peu, enfin je connais un petit peu, j'avais regardé les cartes et tout, mais voilà, donc je vais en parler un peu. Je sais que du coup, l'idée des chatons, c'est de faire un peu comme cette fédération de fournisseurs d'accès Internet, mais pour des hébergeurs en fait. Donc c'est un niveau un peu différent. C'est-à-dire que fournir de l'accès Internet, c'est donc un peu le tuyau, enfin voilà, la connexion. Et nous, ça va plus être le côté service, hébergement de service. Et c'est vrai que du coup, ça revient sur la question de fournisseur d'accès Internet, qu'on n'a pas forcément abordé tout à l'heure, qu'on était plus sur le lieu de l'hébergement. J'ai pas l'impression qu'on soit... Enfin, du moins, alors, il y a un truc aussi, c'est que les chatons sont très francophones et très franco-français, enfin, centrés sur... Donc on a beaucoup de fournisseurs d'accès Internet, ou du moins des hébergeurs, OVH, voire Etzner, Pulse Héberge, où il y a quelques Allemands, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en France ou proche Europe, voilà. Et il y a de l'auto-hébergement beaucoup aussi. Enfin, beaucoup. Il y a pas mal, je pense, pas mal d'auto-hébergement. Donc ça va être de la connexion, les 4 majeurs. Ou alors, en effet, pas que, parce qu'il y a aussi des membres qui sont de la FFDN, donc qui ont leur propre réseau. Mais il y a vraiment de tout. Et fournisseurs d'accès Internet, je pense pas qu'on ait trop regardé. Et en plus, j'ai pas forcément l'impression qu'on leur tape trop dessus, du moins en France. Mais donc, après, je peux me tromper, mais qu'on ait trop de problèmes à ce niveau-là. Mais je peux peut-être que je peux me tromper. Voilà, donc, en effet, il y a je pense, un parallèle à faire avec la FFDN, et qui, en plus, il me semble, a été fait à l'origine des chatons, dans le sens où FFDN, donc ça va être, comme je disais, donc fournisseur d'accès à Internet, plus la connexion. Et nous, ça va plus être un collectif d'hébergeurs, donc rassembler des hébergeurs entre eux. Voilà. Ok, donc le fait que dans ma tête ce soit lié, c'est pas absurde. Non, c'est pas du tout. Alors en même temps, c'est pas parce qu'on est à la FFDN qu'on est chaton, et inversement, parce qu'on n'est pas exactement la même chose. Pas la même chose. Mais... Et en même temps, il y a des. Vraiment là-dessus, j'ai pas vérifié, mais je suis presque sûr en plus, parce que qu'il y a des structures chatons qui sont de la FFDN. Ça, c'est même pas sûr. J'en suis 100% sûr. Donc voilà. Une question, je vois que vous avez collaboré avec Exodus Privacy. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait ensemble ? Exodus Privacy est venu tenir une conférence à l'école 42 à Paris. Je pense que c'était par rapport à leur travail. Donc ils nous ont présenté leur application et en fait les enjeux derrière leur travail, pour trouver les trackers dans les applications Android. Voilà, je pense que c'est l'étendue de ce qu'on a fait avec Exodus Privacy. On a aussi des ateliers avec eux. Oui, on a un atelier, mais je ne peux pas trop en parler parce que c'est pas moi qui l'ai organisé. Donc, je ne l'ai pas organisé non plus, mais alors, il me semble en plus, si je dis pas de bêtises, c'était une période où on faisait des conférences suivies par des ateliers. Donc il y a une première partie où c'était du coup Exodus Privacy était invité pour parler de leurs travaux. Et donc Exodus Privacy, je m'en profite, c'est une structure qui
a mis en place un outil qui analyse les applications de téléphone et qui va chercher à lister tout ce qui va être pisteur ou tracker qui sont intégrés dans les applications. Donc tout ça, ils ont un site assez bien foutu. On met le nom de l'application. Je sais pas, pour moi, ça fonctionne que pour Android, mais peut-être que ça fonctionne aussi pour iOS, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est que de l'Android. Et donc, on met le nom de l'application et derrière, on a la liste de tous les pisteurs et ça permet de se rendre compte un petit peu et de se poser la question, est-ce que c'est légitime que l'application Météo France ait accès à ma lampe torche, par exemple. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est leur site. Et donc, l'atelier, je pense que j'étais pas non plus, je me souviens, ou alors je m'en souviens plus, mais non, je crois pas que j'y étais. Je pense que ça a été aussi de un peu utiliser l'outil et de se rendre compte un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière et comment ça pouvait être utilisé. Voilà. Voilà, c'est une mission assez tout à fait louable. C'est pas du tout transparent en ce qui concerne les trackers. On peut installer des oui ou non, c'était en fait de leur côté. C'est pas quelque chose qui est très visible du côté Android si on utilise Google Play ou autre chose. Donc c'est indispensable comme outil. Voilà. Des questions? Peut-être poser des questions un peu plus techniques, mais j'ai pas envie de vous emmener jusqu'au bout de la nuit en posant des questions trop vagues. Ouais, on va parler mail. Donc justement, vous aviez effectivement, il y a une idée reçue. Enfin, je sais pas. Il y a une petite musique qui flotte dans l'air en général dans les milieux tech que faire du mail c'est la merde, c'est insupportable, le spam c'est la mort et tout. Allez chez Microsoft. Voilà. C'est même ma boîte a fait ça. On était chez Nordnet, je crois, à un moment, puis après on est passé chez Microsoft. Et bon, tout le monde n'est pas d'accord avec cette déclaration. Ceci dit, peut-être à un moment il faut quantifier parce que mail c'est la merde, c'est un peu vague. Pas grave, on survivra. Et d'ailleurs, je sais pas comment dire ça. En fait, disons que j'ai vécu ça récemment parce que j'étais chez Gandhi et donc comme tous mes confrères quadrupèdes, poilus et rongeurs, j'ai quitté le navire. Sauf que moi, je suis quadrupède, plantigrade, Ursune, et donc ça a fait un peu tanguer le navire. Mais quand j'ai débarqué, mais j'ai changé d'hébergeur. Je suis allé chez OVH parce que bon, tant qu'avoir le choléra et la peste, hein, c'est la merde. Mais visiblement, il y a des gens qui disent que globalement, en fait, c'était vrai, plus ça ma remarque, c'est qu'en fait, vous dites qu'il y a héberger ses propres trucs, ou faire des choses en utilisant au service, ça demande quand même quelques prérequis. Et moi, j'avais ajouté, ça demande aussi un peu de la chance, parce que quand on n'a pas de bol, on peut tomber sur des configurations qui ne marchent pas et c'est une tannée en fait. Et justement, moi je suis tombé là-dessus. C'est que quand je suis chez OVH, eux ils sont chez Microsoft avec Outlook le magnifique qui ne marche pas avec Thunderbird. Voilà, et c'est bloquant. Et en fait, et je pensais aussi, vous parlez de Wayunost, projet sur le papier magnifique, en fait, qui est vraiment, c'est intéressant. C'est carrément à la fois, c'est un méta-outil qui contient des autres outils et globalement, il y a à peu près tous les outils libres de service à héberger soi-même dedans pour faire à peu près tout. Donc moi, je me suis entre guillemets jeté dessus à un moment. Et évidemment, ça ne marchait pas parce que j'ai pas de chance, c'est tout. Est-ce que c'est aussi parce que j'aime bien les emmerdes, parce que je suis chez Orange, mais j'en sais rien. Mais voilà. J'espère pas en tout cas. Non, j'aurais pas de réponse là comme ça sur le fait que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que ça. Enfin, il y a des gens qui l'utilisent et ça fonctionne, donc c'est un peu là je me dis, j'en trouve aussi. Ok, désolé, mais là j'ai divergé. Après, je reviens sur la question sur le mail. Est-ce qu'il y a un moyen de quantifier un petit peu la difficulté d'emmerde que c'est? Parce que moi j'ai cru comprendre qu'en gros, faut montrer pas de blanche aux anti-spam. Il faut être listé, un truc genre DKIM et puis un autre machin, mais j'ai l'impression que grosso modo, ça n'avait pas cherché beaucoup plus loin en fait. Je parle pas d'installer Dovecot et compagnie, enfin ça c'est pas pour les masochistes, mais je veux dire juste le fait de de sortir de chez Gmail par exemple, j'avais l'impression que grosso modo c'était les deux trucs principaux, c'était ça. Vous confirmez ou... Il y a en effet des restrictions, enfin des souhaits, une idée de se dire on va rendre la vie plus difficile pour les spammers, donc on va rajouter des techniques qui vont être a priori bien faites par les gens qui légitiment. Donc en effet des KIM qui permettent de signer le message, des marques SPF, alors des marques je sais pas, j'ai pas le droit de plus le savoir en plus ça. Bref, et SPF donc, qui permet aussi de donner des informations. Bref, donc ça en effet c'est important, c'est un peu de technicité à mettre en place, mais une fois que c'est en place ça tourne quoi.
Enfin, ça tourne. Et après, oui, si ça tourne en vrai. Et après, en effet, la question sur la complexité auprès des les whitelists ou du moins les RBL, les blocking lists, quoi, tout ce qui va être qui liste les plages d'adresses IP qui peuvent être utilisées ou pas utilisées, ou si l'adresse IP est légitime, pas légitime. Alors, c'est un peu une prise de tête quand on tombe dedans, parce que ça peut être long et il y a des mails qui peuvent se perdre. Ça nous est arrivé dernièrement, on a eu un petit souci. En gros, on a un raccourcisseur de lien qui a été hébergé sur la même IP que notre service mail. Le raccourcisseur de lien a été utilisé à des fins malveillantes. Notre adresse Quelle surprise. Notre adresse IP a été bloquée. Et donc, on avait certains mails qui passaient plus. Enfin, voilà, on avait des petits problèmes de résolution. Et en plus, c'était bloqué à une grosse échelle. C'était une résolution DNS qui était bloquée, qui mentait. Et donc, il y avait une grosse partie des gens qui n'avaient plus accès à notre service mail, quoi. Donc, il y avait un peu ce problème-là. Depuis, on a migré sur une autre IP. On a 2 IP différentes, donc a priori, on est sorti de ça. Mais ça a été une. Enfin, je m'étais plongé dessus, et il faut prendre son temps et y aller tranquillement et aller cliquer au bon endroit et envoyer et pas hésiter à envoyer un message pour expliquer la situation. Et chose qui est intéressante, qui a évolué, je trouve, par rapport à il y a quelques années, parce que moi, à titre personnel, j'avais auto-hébergé mes mails et je continue à le faire. À l'époque, je trouvais que c'était beaucoup plus difficile de faire valoir le fait que l'IP que j'utilise, elle est légitime. Or, aujourd'hui, il y a des mécaniques, presque, je cliquais sur des liens, je reçois un mail en fait qui me dit votre IP, elle a été bloquée. On estime qu'elle n'est pas légitime. Si elle l'est, cliquez sur ce lien et on vous débloque. En gros, j'ai fait ça 2-3 fois et ça marche très bien. Donc j'ai trouvé qu'il y a eu il y a quand même un pas en avant des grands acteurs Microsoft, Gmail, entre autres, pour faciliter un peu l'utilisation, le déploiement du mail, même si ça peut rester compliqué. Et après, l'interopérabilité, en effet, c'est un gros problème. Par exemple, entre Office ou Thunderbird, là, j'ai pas d'éléments. Non, mais en fait, c'était juste pour pointer le fait que, et des fois, c'est ni de votre faute, ni des gens qui développent, c'est que des fois, il n'y a pas de bol. Et moi, je suis spécialiste de ça. Dès que j'essaie de mettre en place un truc, ça merde. Donc, voilà, Wayunos qui plante, Office, Thunderbird qui veulent pas coucher ensemble, c'est une horreur. Et que malheureusement, ça, je pense que vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Il y a toujours les petits cas rares, mais. Et en fait, il y a aussi quelque chose, du coup, c'est vrai que ce côté pas de bol, il rappelle souvent qu'il y a une pile de complexité derrière tout ça, quand même, qu'on oublie parce que c'est simplifié à outrance, et tant mieux parce que ça permet d'avoir accès à des choses super sympas et super pratiques et de pas se prendre la tête en permanence avec la complexité qu'il y a derrière. Mais du coup, c'est vrai que quand ça marche pas, si on n'a pas le temps ou l'envie ou le souhait d'aller, ou personne autour de nous, surtout qu'en plus là on parle avec des grosses structures qui vont pas s'intéresser à notre cas. Potentiellement, la chance avec des petites structures telles que les chatons, c'est on peut les contacter, leur dire là j'ai un problème d'interface ou un truc, ça marche pas. En général, je pense que nos postures, ça va être de prendre le temps et d'accompagner la personne, comprendre la problématique et d'essayer de trouver une solution. Donc, et ça, il y a vraiment ce côté humain qui est plus présent, j'ai envie de dire, de notre côté que de leur côté, quoi. Enfin, leur côté humain, c'est plus on va signer un contrat, on va signer un truc, ok, ça marche pas, on va payer combien de temps, parce que ça n'a pas marché, il y a cette ligne-là. Nous, c'est plus un rapport humain. De manière générale, en fait, le mail, c'est quelque chose d'assez critique. En fait, on finit par en dépendre beaucoup pour nos communications partout. Et le souci avec ce genre de choses, avec l'auto-hébergement et l'idée reçue que c'est une purge de héberger son propre mail, c'est que ça demande beaucoup de temps en fait. Autre que le surveiller le spam, s'assurer que l'adresse IP avec laquelle on part elle est bonne, s'assurer que la configuration avec laquelle on part elle est bonne aussi. Il y a une surveillance constante, il y a des évolutions constantes, il y a notamment faut être hyper vigilant parce que si jamais on a besoin d'envoyer un mail super important et qu'on découvre que Outlook a banni notre adresse IP et en plus Outlook ne bannit pas les adresses IP partout de la même manière. Comme il y a des échelons de sécurité, il y a des échelons de blocage, par exemple. Et il faut trouver le bon lien, faut naviguer, faut supporter l'agent Microsoft qui dit votre adresse IP elle est pas bloquée, de quoi vous parlez, mais j'arrive pas à envoyer des mails. J'ai suivi des histoires, même dans mon emploi actuel, en fait, la structure dans laquelle je travaille auto-héberge son propre mail, donc j'entends des belles histoires de temps en temps. Faut être hyper vigilant pour savoir qu'on n'est pas tombé sur une liste de blocage. Parce que à partir de là, c'est la catastrophe. Des systèmes de mail ne marcheront pas et ça sera vraiment au hasard. Et en plus, quand on est une structure qui fournit du mail à une grande échelle,
c'est une catastrophe parce que s'il y a en plus il y a le support d'utilisateur et le rassurant, c'est dire bon, moi j'ai besoin de faire ça et j'ai besoin de faire ça maintenant et puis il faut leur expliquer. On essaie de faire notre mieux. Le problème ne vient pas de nous, il vient de chez d'autres gens. Donc l'auto-hébergement du mail est possible. Ça demande juste du temps humain derrière. Beaucoup. C'était bien l'image que j'en avais. Et, par contre, c'est intéressant la réponse par rapport au fait qu'effectivement, c'est bien l'impression que j'avais aussi. C'est que par contre, il y a des mécanismes alors qui donnent l'impression qu'il y a une fuite en avant parce que c'est encore des surcouches de trucs de machin. Il faut encore s'inscrire, il faut encore aller faire des relations avec des gros groupes. Mais en fait, en vrai, des raisons. C'est quand même une initiative qui est assez positive. Qu'il y a une volonté un peu de normaliser et pas de laisser les gens se naviguer, enfin, pédaler dans la semoule pour rien, quoi. Pour l'instant, ouais, enfin, moi, j'étais assez surpris justement de voir ça et j'ai envie de penser que ça va continuer comme ça et que parce que la tendance, c'est quand même que le mail, il y a beaucoup de choses qui finissent chez Gmail quand même. Enfin, actuellement, ouais. Enfin, du moins de mon point de vue, de là vivre en France, je sais pas après partout ailleurs dans le monde à quel point tout le monde finit chez Gmail, mais dans mon entourage, c'est quand même très présent, quoi. Donc ça, c'est un peu dur, un peu dommage, mais pour l'instant, enfin nous, ça fonctionne. Enfin, j'ai envie de dire, il y a encore. Enfin, les services mail continuent de fonctionner ailleurs. C'est-à-dire c'est vrai que cette idée reçue que c'est très compliqué. Ça peut être compliqué, ça peut être en effet pénible quand ça marche pas, et ça peut être un effort, un gros effort d'essayer de le rendre fonctionnel. En même temps, nous, ce que je vois, c'est que par exemple, là, nous, l'infrastructure mail qu'on auto-héberge, c'est basé sur une image Docker où tout est inclus en fait. Je sais pas si Docker ça parle ici. Donc c'est une manière de simplifier l'installation de logiciels avec toutes les dépendances sont déjà inclus quasiment. Et donc en fait, c'est vrai que ça simplifie énormément parce que pour faire du mail, il y a besoin de pas mal de briques si on le part de zéro. Et donc d'avoir déjà ces choses rassemblées entre elles. Ça aide aussi beaucoup derrière pour les gens qui administrent le système, quoi. Je vais pas parler de quand j'ai essayé d'utiliser Docker et que ça n'a pas marché, on va croire que je troll. Vraiment, on va vraiment pas de bol. Ça peut arriver, hein. Après c'est un niveau de technicité. Je vais me poser des questions. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Du coup, je vais conclure. Merci Denise. Merci si je peux faire quelques remerciements rapidement. Un grand merci au Forum des Chatons, à tous ceux qui ont été impliqués dans tout ce qu'on a décrit. Merci aux gens de la Contrevoix avec qui j'ai discuté avant de faire ça. Et voilà, ça c'est pour ma part, c'est tous mes remerciements. Et un énorme merci à vous. Merci beaucoup, l'Electrolab. Force à vous. Merci beaucoup d'être venu et pour ce temps passé avec nous. Alors, la semaine prochaine, dernière conférence dans le cadre de LibreLab. Donc, jeudi prochain à 19h avec un invité mystère, donc je n'en dis pas plus. Et puis, comme d'habitude, donc si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez qu'on continue de faire ce qu'on fait, allez sur notre page Helloasso et puis faites un don. Merci beaucoup et à bientôt.